Nos majestés, rois et chefs traditionnels, très distingués chefs religieux, chers frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, je souhaiterais avant tout que nous saluions la mémoire de nos frères et sœurs qui ont perdu la vie dans cette crise sociopolitique et économique ainsi qu'électorale qui perdure. Cela fait plusieurs décennies que le peuple ivoirien est confronté à deux graves crises qui perdurent avec leur cortège de pauvreté, de cherté de la vie, de chômage accru des jeunes, de morts, de blessés à vie et autres souffrances. La première crise est celle où nous sommes passés en 60 ans du miracle ivoirien, pays en voie de développement, à un pays pauvre très endetté, PPTE. La deuxième crise, ce sont les crises électorales à répétition qui, n'est-ce pas, font beaucoup de morts et de blessés. Eh bien, ces crises-là perdurent. Et nous sommes dans un contexte assez sensible où les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les sages le disent sans cesse. Il n'y a pas de guerre là où il y a la prospérité. De même, il n'y a pas de paix là où il y a la misère. Du miracle ivoirien à pays pauvre très endetté. La principale cause est la corruption accrue, qui est aussi appelée la mangécratie au lieu de la démocratie. En ce qui concerne les crises électorales à répétition et tragiques, la principale cause, c'est que nos processus électoraux n'étant plus crédibles, les élections sont toujours très fortement contestées. Parce que la Commission électorale indépendante, le Conseil constitutionnel, la justice, sont dépendants des pouvoirs exécutifs successifs, toujours candidats à leur propre succession. C'est donc un cadre institutionnel déséquilibré, qui est en faveur de tout président élu. C'est une grave crise institutionnelle. En effet, quelqu'un l'a dit, la démocratie est un luxe pour les Africains. Alors, la question de savoir quelle est la solution. Un autre grand sage a répondu que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Nous avons donc besoin d'améliorer notre cadre institutionnel pour sortir du pays pauvre très endetté que nous sommes, avec toute la pauvreté, la cherté de la vie, le chômage accru des jeunes, et des crises électorales à répétition qui sont tragiques. Pour cela, nous avons besoin d'un cadre institutionnel amélioré. Voici donc notre proposition, ou nos propositions, pour l'amélioration de notre cadre institutionnel. D'abord, il s'agit de revenir à nos sources, à nos valeurs. Il faut que nous revenions à nos traditions. Il faut que nous revenions à nos racines. Il faut que nous soyons nous-mêmes et que nous puisions dans ces racines-là les fondements d'une vraie démocratie. Mais comme la démocratie en Côte d'Ivoire a le sens de violence, et est un luxe qui ne nous sied pas du tout, que nous payons très cher d'ailleurs, alors nous allons parler d'uniocratie. Donc l'uniocratie qui n'a guère de secret pour nous, parce que c'est ainsi que nous avons vécu depuis nos ancêtres. Nous avons toujours su vivre en union, jusqu'à ce que nous cherchions à faire du copier-coller qui nous va très mal et que nous payons très cher. Donc nous allons voir le premier point. La Côte d'Ivoire est un ensemble de villages dont les habitants constituent le peuple souverain. Peuple souverain qui, depuis toujours, est quotidiennement gouverné par les rois et chefs traditionnels. C'est le processus souverain et suprême. Les rois et chefs traditionnels sont toujours aidés dans ce processus souverain
par les chefs religieux dont le leadership social fait autorité. C'est le Haut Conseil du peuple souverain, HCPS, qui remplace la Chambre des rois et chefs traditionnels. En effet, la place d'un roi ou d'un chef n'est pas dans une chambre, mais plutôt dans un Haut Conseil où le peuple a besoin de sa sagesse, de son intégrité et équité dans les affaires courantes. Voici donc le cadre institutionnel amélioré. Nous allons procéder par l'approche processus, telle que nous l'avons appris à l'école. Nous avons donc ici, dans notre cadre institutionnel amélioré, trois grands processus. Nous avons le processus souverain et suprême, qui est le Haut Conseil du peuple souverain, composé des rois et chefs traditionnels et des chefs religieux. Nous avons le processus exécutif ou de réalisation du bien-être du peuple, qui est la présidence de la République. Nous avons en troisième lieu, et le dernier processus, le processus législatif, donc l'Assemblée nationale qui vote les lois. Voyons maintenant la cartographie du cadre institutionnel par l'approche processus. Nous avons ici, en visuel, la cartographie du nouveau cadre institutionnel amélioré. Nous allons maintenant faire le commentaire. Nous avons comme premier processus le processus souverain et suprême, qui est le Haut Conseil du peuple souverain, comme je le disais tantôt, qui est composé des rois et chefs traditionnels ainsi que des chefs religieux, reconnus pour leur sagesse, leur intégrité et leur équité, dont le pays a vraiment besoin. Leur statut, c'est que les membres du Haut Conseil le sont à vie. Leur mission, la mission du Haut Conseil, c'est de siéger et de prendre des décisions fermes et irrévocables pour garantir la cohésion et la paix. Ce sont des décisions qui font autorité et qui s'imposent. Le Haut Conseil dispose également d'un organe de souveraineté pour des investigations, les inspections, les contrôles, les enquêtes, les audits, évaluation des performances, anti-corruption, c'est-à-dire anti-mangécratie. Le Haut Conseil fonctionne par des commissions spécialisées d'experts. Et ce sont ces commissions spécialisées d'experts qui recruteront par appel à candidature les dirigeants des institutions de souveraineté du peuple, que sont la Commission électorale indépendante, CEI, le Conseil constitutionnel, l'Institution judiciaire des droits de l'homme, l'Institution économique financière pour le bien-être individuel et collectif. Les dirigeants de ces institutions sont recrutés pour une durée de 5 ans renouvelable. Un autre point, les dirigeants des institutions de souveraineté du peuple qui ont été recrutés par les commissions spécialisées et d'experts du Haut Conseil prêteront serment devant les rois et chefs traditionnels, donc devant le Haut Conseil, qui veille et garantit leur indépendance effective et leur bon fonctionnement dans l'intérêt supérieur du peuple, à savoir des élections libres, justes et transparentes pour la vérité des urnes. Deuxièmement, la préservation de l'intégrité de notre Constitution pour une véritable démocratie que nous appelons uniocratie. Une justice vraie, équitable, aucune immunité pour un véritable état de droit et une répartition équitable des richesses créées afin de garantir le bien-être individuel et collectif. En ce qui concerne l'uniocratie, c'est notre démocratie en nous, qui est le pouvoir du peuple, par le peuple,
pour vivre dignement dans l'union et la fraternité. Le deuxième grand processus, c'est le processus exécutif ou de réalisation pour le bien-être individuel et collectif. Et le pilote de ce processus est le président de la République. Il est l'employé du peuple, et c'est ce qui est vrai, puisqu'il est élu ou recruté ou embauché ou employé pour une durée de 5 ans renouvelable. Et il est évalué en fonction de ses résultats en termes d'impact, n'est-ce pas, positif sur la vie, n'est-ce pas, de chacun d'entre nous et la vie collective. Il désigne son premier ministre qui forme son gouvernement de 6 ministres maximum, les autres étant des directeurs nationaux, car nous sommes un PPTE, un pays pauvre très endetté. Il est donc incohérent que nous ayons autant de ministres pour un pays pauvre, alors que ce n'est pas le cas même dans les pays les plus développés, les plus riches. Il est donc temps que nous soyons cohérents avec nous-mêmes. Donc, 6 ministres. Les autres sont des directeurs nationaux. Quelles sont les missions et les objectifs du processus exécutif ou de réalisation, donc de la présidence de la République? Le président de la République, pilote du processus exécutif, est soumis à des obligations de résultat envers le peuple. Il a le devoir, l'obligation de garantir le bien-être individuel et collectif pour toutes les couches socio-professionnelles. Et cela par un nouveau contrat social dénommé « Vivre dignement ». Donc un nouveau contrat social qui est baptisé « Vivre dignement » doit être signé entre l'État de Côte d'Ivoire et chaque couche socio-professionnelle. En voici quelques exemples. Nous avons par exemple le nouveau contrat social Vivre dignement entre l'État de Côte d'Ivoire et les acteurs de l'éducation et de la formation. Donc, comme vous le voyez affiché au tableau, nous avons au titre de l'amélioration des conditions de vie et de travail, les obligations de l'État pour aboutir à un système d'éducation et de formation efficace. En effet, pour que tout système soit efficace, il faut bien s'occuper de l'homme, il faut bien prendre soin de l'homme et de tout l'homme. Cela veut dire, en clair, qu'il faut impérativement améliorer les conditions de vie et de travail de tous les acteurs qui animent ce système. Cet exemple vaut pour tous les autres systèmes. Nous avons le système, n'est-ce pas, de l'éducation encore, avec les élèves et étudiants qui sont des acteurs déterminants. Donc un contrat, n'est-ce pas, un nouveau contrat social entre l'État de Côte d'Ivoire et les élèves et étudiants. Donc le contrat est baptisé « Vivre et apprendre dignement ». Là encore, nous avons des obligations, n'est-ce pas, de l'État en ce qui concerne les conditions de vie et d'apprentissage de nos élèves et étudiants, ainsi que les obligations de l'État en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'amélioration des conditions de travail pour aboutir à un système, n'est-ce pas, d'éducation et de formation efficace, avec, in fine, une main-d'œuvre qualifiée. Il en est de même pour, n'est-ce pas, les acteurs de la santé et de l'hygiène publique. La défense et la sécurité soient des systèmes efficaces dans l'intérêt des populations. Cela est très important. En effet, pour que tout système soit efficace, il faut impérativement motiver, n'est-ce pas, les ressources humaines, tous les acteurs qui animent ce système. Il faut bien prendre soin d'eux.
pour qu'en retour, eux aussi prennent bien soin du système. Et tout cela dans l'intérêt des populations. Il en est de même pour les acteurs des organisations socio-professionnelles et de toutes les couches sociales. Donc le secteur privé, par exemple, afin de garantir son efficacité en termes de création de richesses et d'emplois pour les jeunes. Les jeunes, par la formation, que ce soit l'emploi, l'entrepreneuriat, le leadership, les paysans et paysannes, les transporteurs, les commerçants et commerçantes, les vendeurs, les acteurs des médias, les artistes, musiciens, les chanteurs, les comédiens, les retraités, les sportifs, etc., etc. Donc, le processus exécutif ou de réalisation du bien-être individuel collectif a l'obligation, n'est-ce pas, d'améliorer les conditions de vie et de travail de tous ces acteurs-là pour que nous ayons une Côte d'Ivoire stable. À nota bene, le président de la République, employé du peuple souverain, pilote du processus exécutif ou de réalisation pour le bien-être individuel collectif, sera convoqué 2 fois l'an, donc 2 fois par an, devant le Haut Conseil élargi au groupement socio-professionnel pour un bilan et une évaluation de sa gouvernance avec de vrais indicateurs d'amélioration des conditions de vie et de travail pour toutes les couches sociales. Et ceci en vue d'une amélioration continue de sa gouvernance. C'est une mesure préventive. Il est bon de préciser également, en nota bene, que le président de la République, en tant qu'employé du peuple, ne dispose plus de budget de souveraineté. L'argent du peuple doit aller au peuple. Une partie au peuple et une autre partie pour investir. Nous allons le voir tout à l'heure. Le troisième processus, donc le troisième grand processus, c'est le processus législatif. Donc, l'Assemblée nationale qui vote les lois dans l'intérêt du peuple, pour la cohésion sociale, pour la paix et le bien-être, n'est-ce pas, des populations. Voici donc les 3 grands processus qui animent le cadre institutionnel amélioré par l'approche processus. Bon, voyons maintenant les avantages du cadre institutionnel amélioré par l'approche processus. Ce cadre donc nous permettra 1. D'avoir des institutions réellement indépendantes, donc effectivement indépendantes, fortes dans leur mission de cohésion sociale. Je répète, c'est très important. Le premier avantage que nous offre le cadre institutionnel amélioré par l'approche processus, c'est d'avoir des institutions effectivement indépendantes et fortes dans leur mission pour la cohésion sociale. En 2, de neutraliser la corruption accrue, qui est la mangécratie, donc de la maîtriser. On ne peut pas supprimer la corruption parce qu'elle est inhérente à l'homme, c'est notre nature même. Mais on peut la maîtriser comme bien de pays l'ont réussi, de sorte que ces pays-là disposent, en 3, donc disposent des richesses créées, dont une partie servira à améliorer progressivement les conditions de vie et de travail de toutes les couches par le nouveau contrat social baptisé Vivre dignement entre l'État de Côte d'Ivoire et toutes les couches sociales. Une autre partie servira à financer notre économie à 3 axes afin de créer plus de richesses et d'emplois. Donc plus de richesses qui seront encore redistribuées. Donc le financement de l'économie va concerner 3 axes. Le premier axe, c'est de construire des usines de transformation dans toutes nos régions. Et cela a été dit pendant des décennies. Il faut le faire parce que c'est la meilleure voie pour créer des richesses et des emplois et pour développer nos régions. Donc des usines de transformation dans toutes nos régions. Et ces régions-là deviendront donc de grands pôles économiques afin de créer sur place des richesses et des emplois. Ce qui permettra de désengorger Abidjan. Le deuxième axe, c'est le financement de notre secteur privé.
donc notre secteur privé, qui doit être notre poule aux œufs d'or. Ce secteur-là a besoin, n'est-ce pas, de toutes les conditions pour prospérer et pour, n'est-ce pas, créer des richesses et des emplois. Cela est très important. Il y a également le financement du leadership de nos jeunes dans tous les secteurs d'activité, dorénavant. Grâce, n'est-ce pas, au nouveau cadre, donc au cadre institutionnel amélioré par l'approche processus, nous allons donc financer le leadership de nos jeunes dans tous les secteurs d'activité. Aucun secteur ne serait épargné. Nous devons être les leaders partout. Et grâce à cette saine concurrence que nous allons créer, donc dans la distribution, dans la nourriture, à tous les niveaux, alors il y aura un impact positif, n'est-ce pas, très significatif sur la réduction du coût de la vie. Le troisième axe, c'est de réduire les taxes, la fiscalité à 10%. Des pays l'ont réussi, qui n'ont même pas de ressources naturelles en tant que telles, mais qui l'ont réussi. C'est une question de volonté. Donc, nous allons également réduire notre fiscalité à 10% pour pouvoir booster notre secteur privé et les investissements en Côte d'Ivoire. Cela aura un autre impact significatif sur la réduction du coût de la vie. En conclusion, au lieu de faire du copier-coller démocratique, il est temps pour nous de revenir à nos traditions, à nos racines, pour pouvoir bâtir une vraie uniocratie. En effet, la démocratie pour nous, comme quelqu'un l'a dit, est un luxe que nous avons payé trop cher par la vie de nos frères et sœurs, par des souffrances qui sont infligées à chacun d'entre nous. Cela suffit. Il est grand temps que nous revenions à nous-mêmes et que nous soyons nous-mêmes pour puiser dans nos valeurs, n'est-ce pas, les fondements de l'uniocratie. Et comme je l'ai dit, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour vivre dignement dans l'union et la fraternité. C'est donc le lieu de lancer un appel urgent et pressant à nos majestés, rois et chefs traditionnels, à nos très distingués chefs religieux, à nos chers frères et sœurs, à chacun d'entre nous, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que nous organisions ensemble, de toute urgence, des concertations nationales en vue de régler les problèmes, les causes des problèmes que nous connaissons, des crises que nous connaissons, parce que nous savons que chaque cause conduit aux mêmes effets. Et nous ne voulons plus jamais de morts, de blessés à vie, de prisonniers politiques, de réfugiés, de déportés, d'exilés. Nous n'en voulons plus. C'est pour cela que cela urge pour chacun d'entre nous, notamment pour nos responsables, de convoquer rapidement des concertations nationales avec toutes les couches socio-professionnelles, politiques et tous les acteurs, n'est-ce pas, de tous les systèmes, avant les prochaines élections, de façon à éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est un préalable qui est important pour sauver des vies. Je dirais donc que Dieu bénisse l'uniocratie pour que vive la Côte d'Ivoire. Pendant que l'hymne national passe, je prie que chacun réfléchisse à chaque mot et à chaque phrase de notre hymne national et y trouve la force de se lever et de dire que nous voulons une uniocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, par le peuple, pour vivre dignement dans l'union et la fraternité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.